Bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité où il sera question de diplomatie, de politique, d'économie mondiale. Après 2 années de guerre, un accord de cessez-le-feu inédit entre Israël et le Hamas, négocié sous l'égide de Donald Trump, ouvre enfin une lueur d'espoir à Gaza. En France, la crise politique semble marquer une pause. Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, a écarté pour l'heure le spectre d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, la Réserve fédérale poursuit son virage monétaire prudent alors que le marché du travail montre des signes clairs d'essoufflement, faute de statistiques officielles à cause du shutdown. Et dans ce climat d'incertitude, les investisseurs se réfugient plus que jamais vers les valeurs sûres. Le cours de l'or vient de franchir un record historique à 4000 $ l'once. On voit ça tout de suite. Après 2 années de guerre, une lueur d'espoir s'est levée à Gaza. Hier, Israël et le Hamas ont validé la première phase d'un accord de cessez-le-feu inédit négocié sous l'égide du président américain Donald Trump avec la médiation du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie. Ce plan, dévoilé à Sharm el-Sheikh après 3 jours de pourparlers indirects, constitue la plus grande percée diplomatique depuis le début du conflit déclenché par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. L'accord repose sur 3 piliers majeurs. D'abord, la libération d'ici 72 heures des 20 derniers otages israéliens encore en vie à Gaza, accompagnés du rapatriement des dépouilles des captifs décédés. En contrepartie, Israël s'engage à libérer près de 2000 prisonniers palestiniens, 250 personnes condamnées à perpétuité et environ 1700 autres arrêtés depuis 2023. L'armée israélienne commencera à se retirer progressivement jusqu'à une ligne désormais convenue entre les parties. Ce redéploiement vise à permettre l'acheminement indispensable d'aide humanitaire vers une population gazaoui épuisée par les bombardements et les déplacements massifs. L'annonce a immédiatement déclenché des scènes de liesse à Tel Aviv. La place des otages s'est emplie de familles saluant une victoire de la diplomatie, certains scandant même prix Nobel à Trump. Benjamin Netanyahou, lui, a qualifié cette journée d'historique, promettant de rapatrier tous les otages. À Gaza, le sentiment oscille entre espoir, soulagement et prudence. Le Hamas a salué l'accord tout en mettant en garde contre une application partielle, insistant pour que les garants internationaux veillent à sa stricte mise en œuvre. Sur le plan humanitaire, l'entrée sans restriction d'aide et de vivres devrait permettre de soulager rapidement les souffrances d'une population privée de ressources. Cependant, de nombreux défis demeurent. Désarmement du Hamas, gouvernance future de l'enclave, garantie de nos reprises des hostilités. Et si cette première phase aboutit, eh bien elle marquera la première étape d'un possible processus de paix durable au Proche-Orient. Une perspective fragile mais inédite depuis 2 ans. Après plusieurs jours de tensions et d'incertitudes, la France semble s'éloigner, au moins provisoirement, du risque d'une dissolution anticipée de l'Assemblée nationale. Hier soir, Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, a affirmé sur France 2 qu'une majorité absolue des députés refusait un retour aux urnes, estimant qu'un accord politique fragile mais possible restait de mise pour résoudre la crise actuelle. Entré en fonction en septembre 2025 à 39 ans, Lecornu avait été chargé par Emmanuel Macron d'engager des consultations avec les forces politiques afin de bâtir une plateforme stable et adopter un budget avant la fin de l'année. Sa démission, survenue début octobre, a plongé l'exécutif dans une impasse exacerbée par la fracture politique entre la majorité présidentielle, les Républicains et les partis d'opposition, notamment la gauche et le Rassemblement national. Pourtant, après 48 heures de négociations intenses, Lecornu assure qu'un chemin vers un compromis existe encore, même s'il s'attend à un débat ardu sur les sujets les plus sensibles, comme la réforme des retraites. Dans son entretien télévisé, il s'est présenté comme un moine soldat ayant fait tout son possible, affirmant que sa mission était désormais accomplie. Du côté de l'Élysée, le président Emmanuel Macron a recueilli les conclusions de Lecornu et doit, dans les prochaines 48 heures, nommer un nouveau Premier ministre chargé de composer un gouvernement capable d'assurer la stabilité parlementaire et de faire adopter le projet de loi de finances 2026. Mais malgré cette avancée, les tensions politiques demeurent vives. Certaines figures de l'opposition, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, évoquent une élection présidentielle anticipée pour dépasser le blocage actuel, tandis que d'autres, à droite, promettent de poursuivre la pression parlementaire. La demande de dissolution reste donc un sujet latent que certains jugent contre-productif dans ce contexte de fragmentation. Lecornu invite donc les acteurs politiques à privilégier la responsabilité et le travail parlementaire, soulignant que le pays n'a pas de temps à perdre. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron, confronté à un choix stratégique crucial pour la poursuite de son quinquennat.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale a amorcé le mois dernier sa première baisse des taux de 2025, réduisant le taux des fonds fédéraux d'un quart de point à une fourchette de 4 à 4,25%. Selon les minutes publiées hier, cette décision reflète une réévaluation du rapport de force entre deux risques, la dégradation du marché du travail d'un côté et la persistance d'une inflation encore supérieure à 3% de l'autre. Mais le compte-rendu révèle un FOMC profondément divisé sur la trajectoire à suivre. Une courte majorité des participants, c'est-à-dire 10 sur 19, plaident pour 2 nouvelles réductions d'ici la fin de l'année en octobre et en décembre. 7 membres, eux, au contraire, jugent prématuré un assouplissement supplémentaire. Seul le nouveau gouverneur Stéphane Miran, nommé par Donald Trump, a défendu une baisse plus marquée de 50 points de base, considérant que les conditions financières restaient trop restrictives au regard du ralentissement de l'emploi. Les projections médianes du comité tablent désormais sur un taux d'équilibre, un taux neutre à long terme proche de 3%, avec un profil de détente monétaire prolongé jusqu'en 2027. Toutefois, la récente paralysie budgétaire à Washington prive les responsables de données macroéconomiques fédérales compliquant la calibration des prochaines décisions. Les anticipations de marché mesurées par les contrats à terme des Fed Funds intègrent désormais une probabilité de plus de 80% d'une nouvelle baisse d'un quart de point lors de la prochaine réunion des 28 et 29 octobre prochains. Le président Jérôme Powell cherche ainsi à maintenir un équilibre fragile entre soutien à l'activité et crédibilité anti-inflationniste. Selon ces mêmes minutes, il estime que la politique monétaire se situe désormais dans une zone plus neutre, offrant de la flexibilité pour réagir à l'évolution des données. Mais les incertitudes demeurent. La politique commerciale de Donald Trump, marquée par des hausses tarifaires, continue d'alimenter ponctuellement les prix à l'importation, tandis que le resserrement migratoire limite la croissance du marché du travail. Autrement dit, la Fed avance prudemment vers un assouplissement graduel dans un contexte où le risque d'erreur de calibrage, trop de relance ou pas assez, n'a rarement paru aussi élevé. Privé de statistiques officielles en raison du shutdown fédéral, Wall Street se tourne désormais vers les données alternatives et toutes convergent. Le marché du travail américain s'essouffle. D'abord, les grandes institutions financières tirent la sonnette d'alarme. Selon Bank of America, les versements d'allocations chômage ont bondi de 10% sur un an en octobre, tandis que la croissance des salaires ralentit. De son côté, Carlyle, en s'appuyant sur les données de ses entreprises en portefeuille, estime que les États-Unis n'auraient créé que 17 000 emplois en septembre contre 22 000 en août. Enfin, Goldman Sachs note que son indicateur de tension du marché du travail est revenu à ses niveaux de 2015, confirmant une nette détente de la demande de main-d'œuvre. Ensuite, d'autres indicateurs confirment la tendance. L'Institute for Supply Management observe une baisse continue de l'emploi dans les services pour le 4e mois consécutif, tandis que le gestionnaire de paix ADP rapporte un recul des effectifs du secteur privé. Même la Réserve fédérale de New York souligne que la probabilité perçue par les ménages de retrouver un emploi sous 3 mois est tombée à 47,4% contre une moyenne de 51% sur les 12 derniers mois. Sur le plan analytique, ces données privées présentent certes des biais d'échantillonnage, mais leur cohérence renforce leur crédibilité. Elles traduisent un affaiblissement structurel, des marges d'entreprises comprimées par les droits de douane, un investissement productif en recul et une baisse de l'immigration qui atténue artificiellement la tension sur le chômage. Enfin, pour la Réserve fédérale américaine, cette dégradation du marché de l'emploi constitue un véritable casse-tête. D'un côté, un ralentissement économique justifie une politique monétaire plus accommodante. Les taux directeurs, je vous le rappelle, ont déjà été réduits d'un quart de point. Mais de l'autre, un assouplissement trop rapide risquerait de relancer l'inflation. En perspective, si la dynamique de l'emploi ne se redresse pas d'ici le printemps 2026, la Fed pourrait être contrainte d'abaisser encore ses taux entre 3 et 5 fois selon les scénarios les plus prudents. Le marché du travail, longtemps pilier de la résilience américaine, devient désormais le baromètre central d'une économie à la recherche d'un nouvel équilibre. Le cours de l'or a franchi pour la première fois la barre symbolique des 4 000 $ l'once, un record historique. Ce bond spectaculaire s'explique par un cocktail d'incertitudes économiques, politiques et monétaires qui poussent les investisseurs à rechercher des valeurs refuges. D'abord, les inquiétudes sur l'économie américaine jouent un rôle central, la menace d'une fermeture du gouvernement fédéral, les tensions budgétaires à Washington et les doutes sur l'indépendance de la Réserve fédérale nourrissent la méfiance vis-à-vis du dollar. Dans ce contexte, l'or apparaît comme une alternative plus stable face à des
devise fragilisée par les dettes publiques records. Ensuite, la baisse des taux d'intérêt décidée par la Fed renforce mécaniquement l'attrait du métal jaune. Contrairement aux obligations ou aux dépôts bancaires, l'or ne rapporte pas d'intérêt, sa valeur grimpe donc lorsque les rendements réels diminuent. Ce phénomène est accentué par le ralentissement économique et par la réallocation d'actifs des grands investisseurs qui se détournent des actions technologiques jugées surévaluées. Les banques centrales, elles, jouent un rôle clé depuis la crise financière et surtout depuis le gel des réserves russes en 2022. Elles accumulent massivement de l'or pour diversifier leurs réserves et réduire leur dépendance au dollar. Ces achats structurels soutiennent ainsi durablement la demande mondiale. Enfin, la multiplication des crises géopolitiques, tensions commerciales, conflits régionaux, montée des populismes entretient une demande de sécurité. Comme le rappellent les experts, l'or est redevenu une assurance contre la perte de confiance dans les monnaies et les institutions. En 2 ans, le métal précieux a doublé de valeur à 4 000 $. L'or symbolise autant la crise de confiance dans les politiques économiques mondiales que la recherche d'un nouvel équilibre monétaire. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons à ce à quoi les investisseurs seront attentifs. Et aujourd'hui, le calendrier est chargé d'un point de vue microéconomique. Je vous rappelle que nous sommes rentrés dans la saison des résultats trimestriels. Aujourd'hui, c'est TSMC qui sera regardé à la loupe, qui a publié des résultats en croissance, si l'on raisonne en glissement annuel, mais en ralentissement, en décroissance, si l'on raisonne en données mensuelles, c'est-à-dire du mois au mois. Donc ceci est à surveiller de très près. Je vous le rappelle, comme je viens de vous le dire, que la technologie, le secteur de la tech est dans l'œil du cyclone. Pour certains investisseurs, il est source de rendement, mais pour d'autres, il est source d'inquiétude. Donc TSMC a toute son importance aujourd'hui. Sinon, d'un point de vue macroéconomique, c'est les grands argentiers mondiaux qui nous livreront leurs sentiments et qui sera analysé de très près. À 13h30, c'est la BCE qui publiera son compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. À 14h30, c'est le discours de Jérôme Powell qui sera à scruter, à entendre et à analyser de très près. Et pour finir, nous écouterons le discours de Bowen, membre du FOMC. Alors c'est ce soir, un peu tard, à 21h45, mais il sera toujours très intéressant de voir dans quelle mesure, comme nous venons de voir, le FOMC est divisé sur la stratégie à suivre jusqu'en 2027. Voilà donc pour l'agenda de ce jour-ci. Jetons à présent un coup d'œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les marchés ont terminé en nette hausse hier, portés par un regain de confiance politique en France. Je vous rappelle que le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a rassuré les investisseurs en affirmant que ces consultations avaient révélé, je le cite, une volonté partagée de doter la France d'un budget et ce avant la fin de l'année. Il a par ailleurs également estimé que l'hypothèse d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale s'éloignait clairement. Ce signal de stabilité institutionnelle a aussitôt dopé les marchés. Le CAC 40 a bondi de 1,07%, repassant la barre symbolique des 8000 points, puisqu'hier, il a clôturé à 8060 points. À Francfort, le DAX a pris 0,98% à 24 623 points, tandis que l'Eurostoxx 50 a lui gagné 0,76% à 5 656 points. Ces 3 indices ont par ailleurs inscrit de nouveaux records historiques, confirmant le retour de l'appétit pour le risque pour les places européennes. Aux États-Unis, la bourse de New York continue sa remontée, portée par une dynamique solide des valeurs techno, malgré le shutdown du gouvernement américain qui paralyse en partie la publication des données économiques clés. L'absence d'inquiétude majeure maintient les investisseurs confiants, les marchés mis sur une politique monétaire accommodante avec des anticipations de baisse successives des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine et ce d'ici à la fin de l'année. Cette perspective dynamise les secteurs porteurs comme la tech où les 7 magnifiques affichent des performances remarquables. Dans ce contexte, le Nasdaq a gagné hier 1,12%, atteignant un nouveau record à 23 043 points, tandis que le S&P 500 a lui pris 0,58% à 6 753 points. Enfin, les contrats à terme sur le pétrole brut ont progressé hier, portés par l'impact des frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes qui ont perturbé la production et poussé la Russie à détourner son pétrole vers des terminaux d'exportation moins efficaces. Par ailleurs, la forte demande américaine soutient les prix. Les livraisons aux raffineries ont atteint un plus haut depuis décembre 2022, signe d'une consommation robuste et malgré un léger ajustement à la hausse des quotas décidés par l'OPEP+ pour le mois de novembre, le marché reste attentif à toute tension sur l'offre mondiale
mondiale. Cette combinaison de tensions géopolitiques, d'une demande américaine vigoureuse et d'une gestion prudente des quotas par l'OPEP+, maintient les prix du pétrole à un niveau encore élevé et très volatile, avec des perspectives qui dépendront de l'évolution du conflit russo-ukrainien, de la dynamique de la demande énergétique mondiale. Dans ce contexte, hier, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a gagné 1,22% à 66,25 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison novembre, il a lui gagné 1,33% à 62,55 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 9 octobre 2025, émission historique. Je vous le rappelle que Israël et le Hamas semblent être d'accord pour un accord de cessez-le-feu au Proche-Orient, dans la bande de Gaza. C'est historique et on salue ça. On applaudit dès demain. Dans ce contexte, eh bien, on va voir si notamment le DAX, l'indice phare allemand, est porté par une détente de la géopolitique, tout du moins dans cette partie du monde. On voit ça dans un instant avec Eric Seban. À tout de suite sur TV Finance.